La porte claqua avec une finalité froide. Rosa Delaunay se tenait immobile dans la rue, une valise usée à ses pieds. Le ciel gris de Paris semblait aussi lourd que son cœur. Elle était dehors. Sa propre fille venait de la mettre à la porte. Rosa avait 68 ans. Ses mains étaient rugueuses, après des décennies à nettoyer les maisons des autres. Son dos courbé racontait silencieusement une vie de labeur sans fin. Une vie de sacrifice pour sa fille unique, Clara. Le prétexte était simple. Les temps, ils sont durs. Nous ne pouvons plus te garder. Trop de bouches à nourrir, pas assez d'espace, pas assez d'argent. Les mots résonnaient encore dans ses oreilles. Rosa les avait acceptés sans protestation, sans révéler son secret. Ce que Clara ne savait pas, ce que personne ne savait. Rosa possédait 1 700 000 €. Une somme qui aurait semblé impossible pour une femme de ménage. Une somme qui aurait pu changer leur vie à tous. Mais Rosa gardait ce secret bien caché. Rosa prit sa valise et commença à marcher. Les nuages menaçaient de pluie. Elle savait où elle irait. Pour l'instant, ce n'était que le début d'une histoire que personne n'aurait pu prévoir. Une histoire de trahison, de rédemption et d'un secret qui changerait des vies pour toujours. C'était l'automne 2015 à Paris. Les feuilles dorées tapissaient les trottoirs du 19e arrondissement. Rosa Delaunay habitait depuis 6 ans dans l'appartement de sa fille, Clara, un 3 pièces modeste mais propre au 5e étage, sans ascenseur. Rosa s'était installée chez Clara après la mort de son mari André. Une crise cardiaque l'avait emporté alors qu'il travaillait encore comme gardien d'immeuble. Clara et son mari Éric avaient accueilli Rosa après les funérailles. C'était la chose normale à faire, la bonne chose à faire. Rosa avait vendu son petit appartement pour aider le jeune couple à payer une partie de leur prêt immobilier. La vie s'était organisée. Rosa s'occupait de leur fils Théo, un petit garçon de 4 ans à l'époque. Elle préparait les repas, faisait le ménage, rendait service comme elle l'avait toujours fait. Elle continuait aussi à travailler 3 jours par semaine, comme femme de ménage, chez des particuliers dans les beaux quartiers. Rosa avait toujours été discrète sur ses finances. Elle donnait 200 € par mois à Clara pour participer aux dépenses. Personne ne se doutait qu'à côté de sa modeste retraite, Rosa possédait un trésor caché, un terrain dans le Val d'Oise, 1 hectare de terre aride sans valeur apparente, un héritage de son père qu'elle avait conservé pendant 23 ans. La valeur de ce terrain avait explosé l'année précédente. Le passage d'une nouvelle ligne de train à grande vitesse avait transformé cette parcelle abandonnée en emplacement stratégique. La vente avait rapporté 1 700 000 €. Rosa n'avait rien dit à sa fille. Elle avait gardé l'argent sur un compte secret, attendant le bon moment, attendant de voir si Clara l'aimait vraiment pour ce qu'elle était, et non pour ce qu'elle possédait. Ce jour d'avril 2015, tout avait basculé. La conversation avait commencé pendant le dîner. Éric avait perdu son emploi dans une entreprise informatique. Les finances du ménage devenaient serrées. Clara était enceinte de leur 2e enfant. L'appartement devenait trop petit. Clara avait annoncé sa décision avec une froideur qui avait glacé Rosa. « Nous avons trouvé une résidence pour personnes âgées qui acceptent les petits revenus. Il sera bien mieux qu'ici. Nous n'avons plus les moyens de t'entretenir. Nous avons besoin de ta chambre pour le bébé. » Rosa n'avait pas protesté. Elle avait simplement regardé sa fille. Une question silencieuse dans ses yeux. Était-ce vraiment, et pour des raisons financières, ou était-ce plus simple de se débarrasser d'une vieille femme devenue encombrante, ce matin-là? Le 10 avril 2015, Rosa avait quitté l'appartement de sa fille. Elle n'avait pas mentionné les nombreuses fois où elle avait gardé Théo sans jamais rien demander en retour. Les repas préparés, les lessives faites, les économies données. Elle était partie dignement, avec une seule valise et son secret intact. Rosa savait où elle irait, pas dans cette résidence pour personnes âgées que Clara avait choisie. Non. Elle se rendrait d'abord au refuge des femmes, un abri temporaire pour femmes en difficulté dans le nord de Paris. Elle y avait fait du bénévolat dans le passé.
Elle connaissait l'endroit, elle savait qu'elle y trouverait un lit propre, et le temps de réfléchir à ce qu'elle ferait de sa nouvelle fortune. Le jour où Rosa franchit le seuil du refuge des femmes, une idée commençait déjà à germer dans son esprit, une idée qui prendrait racine dans la douleur de l'abandon et qui fleurirait d'une façon que personne n'aurait pu imaginer. Les premiers mois au refuge des femmes furent révélateurs pour Rosa. Elle n'y était plus comme bénévole, mais comme résidente. Elle découvrit un monde de femmes brisées par la vie, des histoires plus douloureuses les unes que les autres, des femmes battues fuyant des maris violents, des mères célibataires sans ressources et surtout des femmes âgées comme elle, abandonnées par leur famille. Madame Lenoir avait 83 ans. Son fils l'avait mise à la porte après avoir vidé son compte en banque. Jeanne, 72 ans, avait été expulsée de son appartement après que sa pension ne suffisait plus à payer le loyer qui ne cessait d'augmenter. Suzanne, Sophie, Marie. Toutes avaient des histoires similaires. Toutes étaient devenues invisibles aux yeux d'une société qui valorisait la jeunesse et la productivité. Rosa gardait son secret. Elle se présentait comme une simple femme de ménage sans ressources. Elle partageait une chambre avec Madame Lenoir, écoutait les histoires des autres femmes, observait le fonctionnement du refuge. Et surtout, elle réfléchissait. Pendant ce temps, Clara avait tenté de contacter sa mère. Des appels au refuge. Quelques visites où Rosa avait refusé de la voir. Clara était déchirée entre la culpabilité et la nécessité. Elle avait besoin de l'espace pour le bébé à venir. Elle ne pouvait pas continuer à subvenir aux besoins de sa mère. Du moins, c'était ce qu'elle se répétait pour justifier sa décision. L'état du refuge attristait Rosa, les murs écaillés, les installations vétustes, la nourriture insuffisante, le manque d'espace, les femmes qui devaient partir après quelques mois faute de place pour les nouvelles arrivantes. Le système était brisé, et Rosa avait les moyens de faire quelque chose. 6 mois après son arrivée au refuge, Rosa prit une décision qui changerait tout. Elle contacta discrètement un notaire, créa une fondation anonyme qu'elle nomma simplement Fondation Espoir, et commença à chercher une propriété. Elle trouva un ancien hôtel particulier dans le 11e arrondissement, une bâtisse majestueuse mais délabrée, 3 étages, une cour intérieure, 15 chambres, des salons spacieux, une cuisine professionnelle abandonnée. Le prix était élevé, 800 000 €, mais Rosa savait que c'était l'endroit parfait. La rénovation prit 8 mois. Rosa supervisa tous les travaux sans jamais révéler qu'elle était la véritable propriétaire. Pour les architectes et les ouvriers, elle n'était que la représentante de la mystérieuse Fondation Espoir, une fondation qui semblait avoir des ressources illimitées pour transformer ce bâtiment délabré en un havre de paix. Pendant ce temps, Clara donnait naissance à une petite fille, Emma. Les difficultés financières de son ménage s'accumulaient. Éric ne retrouvait pas d'emploi stable. Le loyer augmentait. Les factures s'accumulaient. La vie devenait de plus en plus difficile. Clara pensait souvent à sa mère, se demandant comment elle survivait au refuge. La culpabilité la rongeait, mais la fierté l'empêchait de faire le premier pas vers la réconciliation. Rosa suivait discrètement la vie de sa fille. Elle avait engagé une assistante sociale à qui elle avait confié la mission de veiller sur Clara sans jamais mentionner leur lien de parenté. Elle savait que sa fille traversait des moments difficiles, mais elle attendait. Le moment n'était pas encore venu de révéler son secret. La transformation de l'hôtel particulier fut spectaculaire. Les murs écaillés laissèrent place à des couleurs chaudes et accueillantes. Les vieilles chambres devinrent des havres de paix lumineux. La cuisine fut équipée de matériel professionnel, flambant neuf. La cour intérieure fut transformée en jardin avec des bancs et des plantes. Tout était pensé pour créer un environnement chaleureux et digne. En janvier 2016, presque un an après avoir été mise à la porte par sa fille, Rosa était prête à lancer son projet. Elle fit discrètement circuler l'information au refuge des femmes. Un nouveau lieu allait ouvrir ses portes, un endroit appelé
La table de Rosa. Un refuge permanent pour les femmes âgées, sans ressources. Un lieu où elles pourraient vivre dans la dignité, sans limite de temps, sans condition. Un lieu qui offrirait également des repas gratuits à toute personne dans le besoin. Ce que personne ne savait, c'était que Rosa elle-même serait au cœur de ce projet, non pas comme la riche bienfaitrice, mais comme la cuisinière principale, celle qui accueillerait chaque personne franchissant le seuil de cette maison avec un sourire et un repas chaud. La femme qui avait été rejetée par sa propre fille créait maintenant un foyer pour tous ceux qui n'avaient nulle part où aller. Février 2018. 3 ans s'étaient écoulés depuis que Rosa avait quitté l'appartement de sa fille. La table de Rosa était devenue une institution dans le quartier, un lieu connu et respecté. Chaque jour, plus de 100 personnes y prenaient un repas gratuit. 20 femmes âgées y vivaient en permanence. L'endroit fonctionnait grâce à une équipe de bénévoles dévoués et quelques employés professionnels. Tous financés par la mystérieuse Fondation Espoir. Rosa était le cœur battant de cet endroit, à 71 ans. Elle se levait chaque matin à 5 heures pour commencer à préparer les repas. Son visage était devenu plus serein, plus épanoui, malgré la douleur toujours présente de la séparation avec sa fille. Rosa avait trouvé un nouveau sens à sa vie. Elle avait créé une famille élargie, une communauté fondée sur l'entraide et le respect. Pendant ce temps, la vie de Clara avait pris un tournant dramatique. Eric l'avait quittée 6 mois plus tôt, incapable de supporter la pression financière et la responsabilité de 2 enfants. Il était parti avec une collègue plus jeune, laissant Clara seule avec Théo, maintenant âgé de 9 ans, et Emma, 3 ans. Clara ne pouvait plus payer le loyer de l'appartement. Elle avait été contrainte de déménager dans un 2 pièces minuscule dans un quartier moins favorisé. Elle enchaînait 2 emplois, vendeuse dans une boutique la journée, serveuse dans un restaurant le soir. Sa voisine gardait les enfants pendant qu'elle travaillait. Mais le pire arriva quand Emma tomba gravement malade, une pneumonie sévère. L'hospitalisation d'Emma dura 2 semaines. Clara dut s'absenter de ses 2 emplois pour rester au chevet de sa fille. Sans revenus, sans économie. Elle perdit rapidement son emploi de vendeuse, puis celui de serveuse. Les factures d'hôpital s'accumulaient. La situation devenait désespérée. Clara avait essayé de contacter sa mère plusieurs fois au cours des années. Mais le refuge des femmes lui avait toujours dit que Rosa Naine faisait plus partie, qu'ils ignoraient où elle se trouvait. Clara se sentait seule et abandonnée. Tout comme elle avait abandonné sa mère 3 ans plus tôt. Un matin d'avril 2018, Clara reçut une lettre d'avis d'expulsion. Elle avait 1 mois pour quitter son appartement ou payer les 3 mois de loyer en retard. Avec 2 enfants, dont une petite fille, encore fragile, sans emploi, sans famille, Clara se trouvait au bord du gouffre. Ce fut une assistante sociale qui lui parla de la table de Rosa, un endroit qui offrait des repas gratuits, qui aidait les femmes en difficulté, qui pouvait peut-être lui offrir un toit temporaire. Clara était réticente, la fierté lui restait. Mais la faim de ses enfants était plus forte que tout. Le premier jour où Clara franchit le seuil de la table de Rosa, elle ne savait pas que sa vie allait changer à jamais. Elle tenait Emma par la main. Théo suivait silencieusement. Leurs vêtements étaient propres mais usés, leurs visages marqués par l'inquiétude et la fatigue. L'accueil fut chaleureux, une femme d'une 50aine d'années, Martine, la directrice adjointe, les installa à une table près d'une fenêtre ensoleillée. Le lieu était lumineux, propre, accueillant. Rien à voir avec l'image que Clara se faisait d'un refuge pour personnes démunies. Le repas servi était simple mais délicieux. Une soupe de légumes, du poulet avec des pommes de terre, une tarte aux pommes encore tiède. Théo mangea avec appétit pour la première fois depuis des semaines. Emma sourit timidement à la dame qui leur servait du jus de fruits frais. Clara observait, émue aux larmes par cette gentillesse inattendue, par la dignité avec laquelle on les traitait. Comme des invités, pas comme des pauvres qu'on nourrissait par charité. Martine vint s'asseoir avec eux après le repas. Elle écouta l'histoire de Clara sans jugement.
puis lui fit une proposition. La table de Rosa recherchait justement une aide en cuisine. Le salaire était modeste, mais un petit studio attenant à l'établissement faisait partie de l'offre. Clara, elle pourrait y vivre avec ses enfants. Emma pourrait être suivie par le médecin bénévole qui venait chaque semaine. Théo pourrait aller à l'école du quartier. Clara accepta avec gratitude et soulagement. Elle commencerait dès le lendemain. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que Rosa avait tout orchestré depuis des mois. L'assistante sociale qui avait parlé à Clara de la table de Rosa, le poste disponible en cuisine, l'appartement prêt à les accueillir, tout avait été planifié par Rosa, qui observait de loin la descente aux enfers de sa fille. Mais Rosa n'avait pas agi par vengeance. Elle avait attendu, patiemment, que Clara touche le fond, non pas pour la voir souffrir, mais pour lui offrir une chance de se reconstruire, de comprendre certaines vérités essentielles sur la vie, sur la valeur des relations humaines au-delà de l'argent et du confort matériel. Le premier jour de travail de Clara à la table de Rosa. Rosa s'était arrangée pour être absente. Elle avait prétexté un rendez-vous médical. Elle n'était pas encore prête à affronter sa fille, à révéler son secret. Elle voulait d'abord observer, voir comment Clara s'adapterait à cette nouvelle vie, si elle avait changé, si les épreuves l'avaient transformée. Ce que Rosa ne savait pas, c'est que le destin allait précipiter leur retrouvaille d'une façon qu'elle n'aurait jamais imaginée. Clara s'adapta rapidement à son nouveau travail à la table de Rosa. Elle commençait tôt le matin, aidait à la préparation des repas, servait à table, nettoyait. Son petit appartement était modeste mais confortable. Emma reprenait des forces chaque jour. Théo s'était fait des amis à l'école. Pour la première fois depuis longtemps, Clara se sentait en sécurité. Ce qui la frappait le plus était l'ambiance de la table de Rosa, la bienveillance qui imprégnait chaque aspect de l'endroit, les résidentes permanentes, ces femmes âgées qui auraient pu finir à la rue, vivaient ici dans la dignité. Chacune contribuait selon ses capacités. Certaines aidaient en cuisine, d'autres s'occupaient du jardin. D'autres encore animaient des ateliers de lecture ou de tricot. Clara entendait souvent parler de Rosa, la fondatrice, la femme au grand cœur qui avait créé cet endroit. Mais curieusement, elle ne la voyait jamais. On lui disait que Rosa était souvent en déplacement, qu'elle supervisait l'ouverture d'autres centres similaires dans d'autres arrondissements. Clara était intriguée par cette femme qui portait le même prénom que sa mère. Elle se surprenait à penser souvent à sa propre mère, au mal qu'elle lui avait fait, au regret qui la rongeait. Elle avait essayé de la retrouver, sans succès, comme si Rosa Delaunay avait disparu de la surface de la terre. Un soir de juin, 2 mois après son arrivée à la table de Rosa, Clara préparait un plat de lasagne dans la grande cuisine. C'était tard. La plupart du personnel était déjà parti. Clara avait proposé de rester pour préparer le repas du lendemain. Emma et Théo dormaient dans leur petit appartement sous la surveillance bienveillante de Madame Lenoir, une des résidentes permanentes qui s'était prise d'affection pour les enfants. Clara était concentrée sur sa tâche. Elle ne remarqua pas immédiatement la présence de quelqu'un d'autre dans la cuisine. Ce fut le bruit d'une cuillère contre une casserole qui la fit se retourner. Une femme âgée se tenait près de la cuisinière. Elle goûtait la sauce que Clara avait préparée. Ses cheveux blancs étaient attachés en chignon. Elle portait un tablier fleuri sur une robe simple. Son dos était légèrement voûté, mais il y avait une force tranquille qui émanait d'elle. Clara se figea, son cœur manqua un battement, puis s'accéléra. Elle reconnaissait ce profil, cette façon de tenir la cuillère, de goûter en fermant légèrement les yeux. Maman. Le mot franchit ses lèvres dans un souffle à peine audible. La femme se tourna lentement. Ses yeux rencontrèrent ceux de Clara. Des yeux fatigués mais pleins de vie. Des yeux qui avaient vu trop de souffrance mais qui brillaient encore d'espoir. Et d'amour. Oui, Clara, cesse-moi. Le temps sembla s'arrêter. Clara sentit ses jambes faiblir. Elle s'appuya contre le plan de travail. Les questions se bousculaient dans sa tête. Comment? Pourquoi? Depuis quand? Sa mère.
Sa mère était Rosa. La Rosa dont tout le monde parlait avec tant d'admiration et de respect. Rosa s'approcha doucement. Elle ne souriait pas, mais son regard était doux, sans accusation. « Je crois qu'il est temps que nous parlions, » dit-elle simplement. Elles s'assirent dans la cuisine, silencieuse. Rosa commença à parler, d'une voix calme et mesurée. Elle raconta tout, le terrain hérité de son père, la vente pour 1 700 000 €, l'argent gardé secret, son expulsion de l'appartement de Clara, les mois passés au refuge des femmes, la décision de créer la table de Rosa, la fondation anonyme. Clara écoutait, les larmes coulant librement sur son visage. La honte l'étouffait, le regret, la culpabilité, mais aussi l'étonnement devant ce que sa mère avait accompli. Cette femme qu'elle avait considérée comme un fardeau, comme une bouche inutile à nourrir, avait créé tout cela, avait aidé des centaines de personnes, avait changé des vies. « Je ne t'ai jamais haï, Clara », continua Rosa. « Jaï était blessée, profondément. Mais je comprenais aussi, tu étais dépassée, tu avais peur pour ton avenir, pour celui de tes enfants. Je voulais voir si tu m'aimais pour moi-même, pas pour mon argent. Alors je l'ai gardé secret. Puis je t'ai vu sombrer. Jaï suivit ton parcours de loin. Jaï attendu, non pas par vengeance, mais parce que je savais que tu devais toucher le fond pour comprendre certaines choses essentielles. Sur la valeur de la famille, sur l'importance de la solidarité, sur le vrai sens de la richesse. Clara ne pouvait pas parler, les sanglots la secouaient tout entière. Elle avait rejeté sa propre mère, l'avait traitée comme un objet dont on se débarrasse quand il devient encombrant. Et pourtant, sa mère avait créé ce lieu de paix et de générosité, avait tendu la main à des centaines d'autres, et finalement, lui avait tendu la main à elle aussi. « Je ne mérite pas ton pardon », réussit enfin à articuler Clara. « Je t'ai abandonné, je t'ai traité comme un fardeau. Et tout ce temps, tu avais cet argent, tu aurais pu vivre confortablement, ne manquer de rien. » Rosa prit les mains de sa fille entre les siennes. Ses mains rugueuses qui avaient tant travaillé, qui avaient tant donné. « L'argent n'est rien, Clara. Ce n'est qu'un outil, ce qui compte. Ce sont les portes que nous ouvrons pour les autres. Les portes que nous ouvrons sont plus fortes que celles qui se ferment. C'est ce que Jaï a appris au fil des ans, ce soir-là. » Rosa raconta à Clara comment elle avait utilisé sa fortune pour créer non seulement la table de Rosa, mais aussi 2 autres centres similaires dans d'autres quartiers de Paris. Comment elle avait mis en place des bourses d'études pour les enfants défavorisés. Comment elle avait créé un réseau d'entrepreneurs sociaux qui donnaient du travail à des personnes exclues du marché de l'emploi traditionnel. Tout cela, sans jamais chercher la reconnaissance, sans jamais mettre son nom en avant, sauf pour la table de Rosa, son projet le plus cher, celui qui portait son prénom comme un symbole, un lieu qui incarnait sa philosophie. Ouvrir des portes quand d'autres se ferment. La nuit avança. Mère et fille parlèrent pendant des heures. Les larmes cédèrent la place aux sourires timides, aux souvenirs partagés, à la reconnaissance mutuelle de leurs erreurs et de leurs souffrances. Rosa révéla aussi à Clara qu'elle était malade, un cancer diagnostiqué quelques mois plus tôt. Les médecins lui donnaient encore 1 an, peut-être 2. Elle avait gardé ce secret comme les autres, ne voulant pas qu'on la plaigne, préférant consacrer le temps qui lui restait à consolider ses œuvres, à s'assurer qu'elle lui survivrait. Cette révélation fut un nouveau choc pour Clara. Perdre sa mère après l'avoir tout juste retrouvée, c'était une perspective déchirante, mais Rosa parlait de sa fin prochaine avec sérénité, sans peur. Elle avait vécu une vie pleine, avait accompli ce qu'elle souhaitait, avait créé quelque chose qui durerait après elle. « Je veux que tu prennes ma succession, Clara », dit Rosa alors que l'aube commençait à poindre aux fenêtres de la cuisine. « Je veux que la table de Rosa continue, que tu en deviennes la directrice, que tu poursuives ce que Jaï commençait. Pas pour moi, mais pour toutes ces femmes qui ont besoin d'un refuge, d'une famille, d'une place où elles sont respectées et aimées. » Clara regarda sa mère avec un mélange d'admiration et d'humilité.
Comment pourrait-elle être à la hauteur? Comment pourrait-elle remplacer cette femme extraordinaire qui avait transformé sa propre douleur en source de guérison pour tant d'autres? Tu le peux, affirma Rosa comme si elle lisait dans les pensées de sa fille. Tu as appris la leçon la plus difficile. Tu as touché le fond. Tu sais maintenant ce que c'est que d'avoir besoin d'aide, de dépendre de la gentillesse des autres. Cette expérience te rendra plus forte, plus compatissante, plus à même de diriger cet endroit avec le cœur qu'il mérite. Cette nuit-là, dans la cuisine silencieuse de la table de Rosa, une page se tournait, une nouvelle histoire commençait. Une histoire de rédemption, de pardon, et d'un amour qui avait survécu à l'abandon, à la trahison, et qui renaissait plus fort que jamais. Les semaines qui suivirent furent intenses pour Clara. Elle découvrait l'ampleur de ce que sa mère avait créé. La Fondation Espoir finançait non seulement la table de Rosa et 2 autres centres similaires, mais aussi des programmes d'alphabétisation, des ateliers d'apprentissage, des initiatives d'insertion professionnelle, un véritable réseau de solidarité qui s'étendait bien au-delà des murs de la maison. Rosa présenta officiellement Clara comme sa fille et future directrice. La nouvelle surprit l'équipe et les résidentes. Certaines furent méfiantes au début, connaissant l'histoire de l'abandon. Mais Rosa insista sur l'importance du pardon, sur la capacité des gens à changer, à grandir à travers leurs erreurs. Clara déménagea avec Théo et Emma dans un appartement un plus spacieux au dernier étage de la maison. Rosa vint vivre avec eux, le temps de former Clara, de lui transmettre sa vision, ses connaissances, son réseau de contacts, mais aussi pour profiter des derniers moments avec sa fille et ses petits-enfants qu'elle découvrait véritablement. Théo était fasciné par sa grand-mère, par ses histoires d'un autre temps, par sa sagesse tranquille. Emma, encore petite, s'attachait à cette femme aux mains rugueuses qui lui préparait des crêpes le dimanche matin, qui lui chantait des berceuses oubliées. Une complicité naturelle se créa entre les générations, comme si le temps perdu pouvait être en partie rattrapé. Clara apprenait vite. Elle avait toujours été intelligente et travailleuse, mais maintenant, elle ajoutait à ses qualités une humilité nouvelle, une compassion née de ses propres souffrances. Elle comprenait maintenant les femmes qui venaient chercher refuge à la table de Rosa. Elle voyait en chacune d'elles ce qu'elle aurait pu devenir sans la main tendue de sa mère. Rosa lui enseignait les aspects pratiques de la gestion. Comment négocier avec les fournisseurs, comment obtenir des subventions, comment gérer une équipe de bénévoles et de salariés. Mais surtout, elle lui transmettait sa philosophie, sa vision d'un monde où personne ne serait laissé pour compte, où la dignité de chaque être humain serait respectée, quel que soit son âge, sa situation, son passé. L'état de santé de Rosa se dégradait lentement mais sûrement. Les traitements ralentissaient la progression du cancer, mais ne pouvaient l'arrêter. Elle perdait des forces, devait se reposer plus souvent, mais son esprit restait vif, sa détermination intacte. Elle voulait voir Clara prête à prendre la relève avant de partir. En septembre 2018, Rosa organisa une grande fête pour le 3e anniversaire de la table de Rosa. Tous étaient invités. Les résidentes, les bénévoles, les bénéficiaires des repas quotidiens, les partenaires, les donateurs anonymes qui soutenaient le projet sans jamais avoir rencontré sa fondatrice. Ce jour-là, Rosa fit un discours, simple mais puissant. Elle raconta son histoire sans phare, l'exclusion par sa propre fille, la découverte des autres femmes, dans la même situation au refuge des femmes, la décision de créer un lieu différent, un lieu où la dignité serait le maître mot. Elle parla de l'argent du terrain vendu, de la façon dont elle l'avait utilisé pour ouvrir des portes quand d'autres se fermaient, puis elle présenta officiellement Clara comme sa successeur, sans mentionner les erreurs du passé, sans rancœur, juste avec fierté et confiance en l'avenir. Ce fut un moment d'émotion intense, des applaudissements, des larmes, une célébration de ce que peut accomplir une femme déterminée, même à 68 ans, même après avoir tout perdu, même en partant de rien.
Clara prit la parole à son tour, la voix tremblante d'émotion. Elle remercia sa mère, non seulement pour ce qu'elle avait créé, mais pour la leçon d'humanité qu'elle lui avait donnée, pour avoir transformé l'abandon en opportunité, la douleur en compassion, la solitude en communauté. Jen était arrivée à croire que ma mère était un fardeau, avoua-t-elle avec humilité devant l'assemblée silencieuse. J'étais aveuglée par les difficultés matérielles, par la peur de manquer. Je n'ai pas vu la richesse que j'avais sous les yeux, la sagesse, l'amour, le dévouement de cette femme extraordinaire. Il m'a fallu tout perdre à mon tour pour comprendre la valeur de ce que j'avais rejeté. Dans la salle, de nombreuses femmes hochèrent la tête, reconnaissant dans cette histoire des échos de leur propre vécu. Des enfants qui les avaient abandonnés, des familles qui les avaient oubliés. La différence était que Clara avait eu une seconde chance, une opportunité de rédemption que beaucoup ne visageaient même pas. À partir de ce jour, Clara assuma pleinement la direction de la table de Rosa. Rosa restait présente, mais en retrait, observant avec satisfaction la façon dont sa fille menait la barque, avec autorité mais bienveillance, avec rigueur mais flexibilité, avec le cœur ouvert mais les pieds sur terre. Éric, l'ancien mari de Clara, réapparut dans le paysage en apprenant que son ex-femme dirigeait désormais une organisation respectée. Il essaya de renouer, de s'expliquer, de se justifier. Clara l'écouta poliment, sans animosité, mais aussi sans faiblesse. Elle avait tourné la page. Elle lui permit de voir ses enfants, mais garda ses distances, comme Rosa lui avait appris. Certaines portes doivent rester fermées pour que d'autres puissent s'ouvrir. La maladie de Rosa progressait inexorablement. En décembre 2018, elle dut être hospitalisée pour la première fois. Les médecins étaient pessimistes. Mais Rosa surprit tout le monde en se rétablissant suffisamment pour rentrer à la table de Rosa pour Noël. Ce fut un Noël inoubliable. La maison était décorée de guirlandes et de lumières. Un immense sapin trônait dans le hall d'entrée. Des cadeaux modestes mais choisis avec soin attendaient chaque résidente. La cuisine ne désemplissait pas. Bénévoles et salariés se relayaient pour préparer un festin. Pas seulement pour les habitants de la maison, mais aussi pour tous ceux qui franchiraient la porte ce jour-là, sans domicile, sans famille, sans espoir. Rosa présida la table principale, affaiblie mais rayonnante, entourée de Clara, de Théo et Emma, des plus anciennes résidentes devenues comme une famille, élargie. Ce soir-là, elle mangea peu, mais sourit beaucoup. Ses yeux absorbaient chaque détail, chaque visage, chaque moment de joie, comme pour emporter ces images avec elle. L'hiver fut rude. La santé de Rosa déclinait rapidement désormais. Elle passait la plupart de ses journées dans son fauteuil près de la fenêtre, observant la vie de la maison, conseillant Clara quand celle-ci venait la consulter, racontant des histoires aux enfants qui venaient lui rendre visite. Elle restait le cœur de la table de Rosa, son âme, même diminuée physiquement. En février 2019, Rosa convoqua un notaire. Elle modifia son testament, confia officiellement la direction de la Fondation Espoir à Clara, s'assura que chaque détail était réglé, que l'avenir de son œuvre était sécurisé. Elle le fit avec le même soin méticuleux qu'elle mettait autrefois à préparer ses repas. Avec précision, avec amour, avec prévoyance. Mars arriva avec ses premières fleurs. Rosa demanda qu'on installe son fauteuil dans le jardin quand le temps le permettait. Elle aimait sentir le soleil sur son visage, observer les bourgeons qui éclataient sur les branches. La vie qui reprenait après l'hiver, un symbole qui ne lui échappait pas, le 13 mars 2019. Rosa s'éteignit paisiblement dans son sommeil. Elle avait 72 ans. Son corps était usé par le travail, par la maladie, mais son esprit était resté vif jusqu'au bout, son cœur ouvert, sa mission accomplie. La nouvelle se répandit comme une onde de choc dans la maison, dans le quartier, dans le réseau de ceux qui avaient connu Rosa ou bénéficié de sa générosité. Une tristesse immense, mais aussi une gratitude profonde pour ce qu'elle avait représenté.
pour ce qu'elle avait construit, pour les vies qu'elle avait changées. Les funérailles furent simples mais émouvantes. Des centaines de personnes y assistèrent. Des témoignages sincères se succédèrent. Des femmes qui avaient retrouvé leur dignité grâce à la table de Rosa. Des bénévoles transformés par leur expérience. Des partenaires impressionnés par la vision et la détermination de cette femme ordinaire qui avait accompli l'extraordinaire. Clara resta forte pendant la cérémonie, soutenant les autres dans leur chagrin, accueillant leurs souvenirs, leurs larmes, leurs remerciements. Ce n'était qu'après, seule dans l'appartement qu'elle avait partagé avec sa mère, qu'elle s'autorisait à pleurer, à ressentir pleinement la perte, le regret des années perdues, la gratitude pour celles retrouvées, la responsabilité de poursuivre l'œuvre commencée, dans les semaines qui suivirent. Clara découvrit d'autres aspects de l'héritage de sa mère, des lettres, des journaux intimes, des projets en cours. Elle apprit que Rosa avait acheté un terrain dans le sud de la France, avec l'intention d'y créer une maison de vacances pour les femmes de la table de Rosa, un lieu où elles pourraient s'échapper de la ville, respirer l'air pur, se ressourcer. Clara décida de mener ce projet à terme, en hommage à sa mère, en continuation de sa vision. La Maison du Sud ouvrit ses portes un an plus tard, un mât provençal entouré d'oliviers, avec un potager, des chambres simples mais confortables, un lieu de paix et de beauté accessible à celles qui n'avaient jamais connu que le béton des villes. 5 ans après la mort de Rosa, son œuvre non seulement survivait, mais s'épanouissait. La table de Rosa avait inspiré des initiatives similaires dans d'autres villes de France. À Lyon, à Marseille, à Bordeaux. Le modèle fonctionnait, la preuve que la générosité bien pensée, bien organisée, pouvait changer des vies durablement. Clara avait grandi dans son rôle. Elle était devenue une figure respectée dans le monde de l'économie sociale et solidaire. Consultée par des politiques, invitée à des conférences, elle parlait toujours avec passion de l'héritage de sa mère, de la façon dont une femme de ménage de 68 ans avait révolutionné l'accueil des femmes âgées abandonnées. Juin 2021. 6 ans après que Rosa avait été mise à la porte par sa fille, 2 ans après son décès, la table de Rosa célébrait son 6e anniversaire. L'endroit avait évolué tout en restant fidèle à la vision de sa fondatrice. Clara, maintenant, âgée de 42 ans, se tenait dans le jardin entouré de fleurs en pleine floraison. Son visage avait gagné en sérénité, en assurance aussi. Elle observait la foule rassemblée pour l'occasion, des résidentes, des bénévoles, des partenaires, une communauté soudée par les valeurs que Rosa avait incarnées. Parmi les invités, il y avait aussi des journalistes. Clara avait finalement accepté de raconter l'histoire extraordinaire de sa mère, de révéler au grand public le secret de cette femme de ménage qui avait transformé un héritage inattendu en une révolution silencieuse. Non pas pour la gloire, mais pour inspirer d'autres, pour montrer qu'il n'est jamais trop tard pour faire une différence, que l'âge n'est pas un obstacle à l'impact qu'on peut avoir sur le monde. Théo, maintenant adolescent, avait réalisé un documentaire sur sa grand-mère, interviewant ceux qui l'avaient connue, filmant les lieux qu'elle avait créés, capturant l'essence de son héritage. Le film serait projeté ce soir-là, une façon de faire vivre la mémoire de Rosa, de la rendre présente, malgré l'absence. Emma, 11 ans, avait hérité du talent de sa grand-mère pour la cuisine. Elle aidait déjà en cuisine le week-end, préparant des desserts que les résidentes adoraient. Elle parlait de devenir chef un jour, d'ouvrir un restaurant qui emploierait des femmes en réinsertion. La graine plantée par Rosa continuait de germer dans une nouvelle génération. Clara monta sur l'estrade installée dans le jardin. Le silence se fit. Elle regarda l'assemblée avec émotion. « Bienvenue à tous pour ce 6e anniversaire de la table de Rosa », dit-elle d'une voix claire qui portait jusqu'au fond du jardin. « Nous sommes réunis pour célébrer non seulement un lieu, mais une idée, une vision, celle d'une femme qui croyait que les portes que nous ouvrons sont plus fortes que celles qui se ferment. » Dans l'assistance, de nombreuses têtes hochaient en signe d'approbation.
Des femmes âgées qui avaient trouvé ici une famille quand la leur les avait rejetées. Des bénévoles dont la vie avait pris un sens nouveau au contact de la souffrance des autres. Des donateurs qui avaient compris que la vraie richesse était dans le partage. Ma mère Rosa était une femme simple, continua Clara, une femme de ménage qui a travaillé dur toute sa vie, qui a connu la pauvreté, l'exclusion, l'abandon. Mieux que quiconque, elle aurait pu utiliser sa fortune inattendue pour se venger, pour vivre dans le luxe, pour oublier ceux qui l'avaient blessée. Elle a choisi une autre voie, celle de la générosité, de la compassion, du pardon. Clara marqua une pause. Son regard se posa sur le portrait de Rosa accroché au mur de la maison. Une photo simple. Rosa dans sa cuisine, un tablier autour de la taille, un sourire discret aux lèvres. Les yeux pétillants de cette intelligence particulière que donne l'expérience de la vie. « Jen sait quelque chose », reprit Clara avec humilité, « car je suis celle qui l'a mise à la porte, sa propre fille qui l'a rejetée quand elle est devenue. Ce que je croyais alors, un fardeau, j'avais tort, si profondément tort, et pourtant, elle m'a pardonné, m'a accueilli quand j'ai touché le fond à mon tour, m'a offert une seconde chance que je ne méritais pas. Un murmure parcourut l'assistance, beaucoup connaissaient cette histoire, mais l'entendre de la bouche même de Clara restait saisissant, un témoignage brut de la capacité de transformation des êtres humains, de la puissance du pardon. Aujourd'hui, la table de Rosa accueille 63 femmes en permanence, poursuivit Clara avec fierté. Nous servons plus de 300 repas par jour. Nous avons ouvert 3 autres centres dans différents quartiers de Paris. La Maison du Sud permet à nos résidentes de profiter de vacances qu'elles n'auraient jamais pu s'imaginer. Tout cela grâce à la vision d'une femme qui a su transformer sa douleur en source de guérison pour des centaines d'autres. Les applaudissements éclatèrent, spontanés, chaleureux. Un hommage à Rosa, à son héritage vivant, à la communauté qu'elle avait créée et qui continuait de grandir sans elle. Dans un coin du jardin, une vieille dame observait la scène avec un sourire attendri. Madame Lenoir, 89 ans maintenant, l'une des premières résidentes de la table de Rosa. Elle se souvenait de ses premiers jours au refuge des femmes, de Rosa qui arrivait avec sa valise usée, digne malgré l'abandon, qui écoutait les histoires des autres femmes avec une attention profonde, qui commençait déjà à imaginer un monde meilleur. Si elle pouvait nous voir maintenant, pensa Madame Lenoir en essuyant une larme, comme elle serait fière. Ce soir-là, après la projection du documentaire de Théo, après les discours et les témoignages, Clara se retrouva seule dans la cuisine de la table de Rosa, l'endroit où tout avait commencé, où elle avait retrouvé sa mère, où elle avait découvert la vérité qui avait changé sa vie. Elle sortit de sa poche un petit carnet usé, le journal intime de Rosa que celle-ci lui avait légué. Elle l'ouvrit à une page marquée d'un ruban et relut les mots que sa mère avait écrits peu avant sa mort. La vraie richesse n'est pas dans ce que nous possédons, mais dans ce que nous donnons, dans les portes que nous ouvrons pour les autres, dans les vies que nous touchons. Clara, ma fille, si tu lis ceci, sache que je t'ai pardonné bien avant que tu ne reviennes vers moi, que jamais je n'ai cessé de t'aimer, que ma plus grande joie a été de te voir comprendre que nous ne sommes riches que de ce que nous partageons. Continue d'ouvrir des portes, ma fille, car elles sont plus fortes que celles qui se ferment. Clara referma doucement le carnet, le pressa contre son cœur, puis se leva pour éteindre les lumières de la cuisine. Dehors, la fête continuait, la vie continuait. L'héritage de Rosa Delaunay, simple femme de ménage, devenue la fondatrice d'un mouvement de solidarité qui touchait désormais des milliers de vies, continuait de grandir et de s'insinuer dans les cœurs. Les secrets, pensa Clara en traversant le jardin illuminé de lanternes, peuvent détruire ou sauver. Celui de ma mère a sauvé tant de vies, à commencer par la mienne. Et ce n'est que le début.